Nous sommes au milieu de l'été et il se trouve que la FIDE, la Fédération des échecs à l'échelle mondiale, vient d'interdire aux compétiteurs trans de jouer dans les catégories féminines, ce qui a provoqué une certaine ébullition sur Twitter et dans les fédérations nationales de certains pays, notamment la France et l'Allemagne. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite discussion avec un ami qui joue aux échecs depuis de longues années, qui est candidat maître, si je ne me trompe pas, et qui fait ça à plein temps, notamment du coaching et d'échecs. Radu Stoenescu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Radu, merci d'avoir accepté cette invitation à discuter, parce que en fait, tu étais la bonne personne au bon moment. Là, je me suis dit qu'il fallait avoir un point de vue intérieur sur ce sujet. Bienvenue dans cette discussion. Merci Moss pour cette invitation. Et en effet, je joue aux échecs depuis mon enfance et je fais toujours des compétitions internationales et je connais ce monde de l'intérieur puisque je le fréquente. Je fréquente le monde des clubs, je joue des tournois internationaux depuis même avant de parler français. Et donc, je pense avoir des choses pertinentes à dire sur la micro-polémique en cours autour de ce bannissement provisoire des joueuses trans dans les catégories féminines. Alors, du coup, dans les points que j'aimerais qu'on aborde ensemble, parce que je me suis rendu compte aussi en discutant de ça avec des gens sur Twitter, que la plupart des gens ne savaient même pas qu'il y avait des catégories masculines et féminines, ou plutôt mixtes et féminines aux échecs. Enfin, j'aimerais bien qu'on explique ça aux gens, pourquoi ça existe, comment ça s'est créé, d'où ça vient et quelle justification on a trouvé, parce que j'ai vu un certain nombre de gens brandir immédiatement une accusation de sexisme en disant qu'en fait tout ça c'était du sexisme, de mettre les femmes à part, etc. Alors que là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression, sauf erreur de ma part, que c'est un moyen d'avantager, on va dire, la jante féminine pour certaines compétitions. En tout cas, voilà, je ne saurais pas dire exactement comment cela s'est mis en place. On part d'un constat, c'est qu'effectivement, le milieu échiquien est un milieu masculin dans une écrasante majorité, que ce soit au niveau des joueurs du club ou au niveau des joueurs professionnels, c'est plutôt une activité masculine. Voilà, c'est un constat. Les raisons pour lesquelles c'est comme ça, à mon avis, sont laissées à l'inventivité des sociologues. Partons de ce constat-là. Dans les échecs donc, de compétition, il existe des championnats mixtes, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois ouverts aux hommes et aux femmes. Donc le championnat mondial, le championnat du monde des échecs est mixte en fait, c'est-à-dire il n'est pas, les femmes peuvent y participer en suivant les mêmes règles que les hommes. Il n'y a aucun problème. Et il existe un championnat du monde féminin qui vient de s'achever d'ailleurs et qui a vu s'imposer une joueuse chinoise. Il existe un championnat du monde féminin, donc un parcours de sélection et des matchs qui permettent de désigner une championne du monde femme. Donc une championne du monde tout court, voilà, sans faire du pléonasme. Et alors du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait un championnat spécifiquement pour les femmes, et pourquoi est-ce que finalement on ne dit pas on va faire un seul championnat mixte et on prend la meilleure joueuse dans ce championnat mixte et on décide que c'est la meilleure femme, etc. Pourquoi on a cloisonné quelque part un championnat féminin en plus du championnat mixte? Alors, je ne saurais pas dire quelles étaient les raisons de ceux qui ont mis en place cela à l'époque. Ce qui me semble être du bon sens, c'est que les échecs ont lutté pour être reconnus comme un sport. Et d'ailleurs, les échecs luttent toujours pour être reconnus comme un sport olympique. Ce n'est pas encore le cas. Il y a des olympiades d'échecs qui se déroulent en dehors du parcours olympique traditionnel. Cependant, dans certains pays, et notamment en France, les échecs sont reconnus comme un sport. Et à partir du moment où c'est reconnu comme un sport, bien sûr, il existe deux catégories dans tous les sports, donc les catégories masculines et les catégories féminines. Donc, je pense que la raison fondamentale, elle vient de là, c'est que les échecs suivent en quelque sorte l'organisation de tous les autres sports. Alors, il existe quelques petites exceptions à cette règle, en quelque sorte. Donc, la plupart des tournois internationaux sont des tournois mixtes.
Donc, ce sont des tournois open, où la plupart des tournois que je joue moi-même sont des tournois ouverts aussi bien aux hommes, aux femmes, aux vieillards, aux jeunes, aux nourrissons, si vous voulez. Enfin, à partir du moment où vous pouvez pousser du bois sur un échiquier, vous pouvez vous y inscrire. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de problème pour jouer la majorité des tournois existants. Et juste pour qu'on comprenne, ces tournois-là que tu dis open ne seront pas a priori fermés compétiteurs trans. Ah non, non, personne ne vérifie. Enfin, l'espèce de polémique qu'on voit en ce moment sur les compétiteurs trans dans le monde des échecs, c'est uniquement pour les tournois féminins. Exactement. Oui, la polémique, elle concerne apparemment donc l'interdiction faite aux joueurs trans, donc c'est-à-dire des joueurs nés hommes, pour le dire comme ça, qui souhaiteraient s'engager dans des compétitions réservées jusqu'à présent aux personnes nées femmes. Et cette interdiction donc concerne, pour dire, des joueurs mâles qui tout à coup décideraient donc de se considérer comme femmes et de jouer dans des compétitions réservées exclusivement jusqu'à présent aux femmes. D'accord, donc déjà en plus même dans la communauté trans, en réalité ça ne concerne que la moitié des trans en fait. Ça ne concerne pas une femme qui déciderait de changer de sexe et qui voudrait devenir un homme par exemple. Pour une joueuse avec ce profil-là qui deviendrait un homme, elle n'est pas impactée par aucune législation échiquienne, en quelque sorte. Comme jusqu'à présent, toutes les femmes pouvaient jouer et peuvent toujours jouer dans des compétitions réservées aux hommes. Alors, il faut savoir qu'il existe, même dans ces compétitions mixtes, il existe des prix féminins. Donc, il y a quand même un sort de coup de pouce en dehors du classement général qui mélange tout le monde, comme je l'ai dit, nourrissons, vieillards, adolescents, prépubères, etc. En dehors du classement général, objectif, il existe un classement, dans la plupart des tournois, un classement féminin. En fonction du nombre de femmes présentes dans le tournoi, il y a plus ou moins de prix, mais généralement, s'il y a au moins 5 femmes, il y a au moins un prix dit féminin, donc pour récompenser le meilleur résultat d'une femme. D'accord. En termes de proportion, est-ce que tu as une idée du pourcentage de personnes que ça représente, cette interdiction, ou en tout cas cette discussion? Est-ce qu'on est en train de parler de... est-ce qu'il y a un compétiteur trans par pays en moyenne? Est-ce qu'on est en train de parler d'une dizaine? Tu as une idée des ordres de grandeur? Enfin, on en a discuté un petit peu juste avant d'enregistrer. Il semblerait qu'il y en a au moins un en France. Mais Alors, à ma connaissance, je n'en connais qu'un ou une, je ne sais plus comment dire aujourd'hui. En tout cas, si on respecte sa transition, on va dire que c'est une femme désormais qui porte le nom de Yosha Iglesias. Et qui a été interviewé par Le Monde d'ailleurs dans un des articles sur ce sujet du ban des trans. Oui. Je précise pour les gens qui nous Voilà, je pense que c'est à ma connaissance, la seule personne concernée par cette histoire en France. Je n'ai pas entendu parler d'autres athlètes trans qui s'insurgeraient contre cette interdiction. Je ne sais pas où tu voudrais aller. En fait, la question moi, je me demandais si on était en train de parler d'une infime minorité. C'est un peu l'impression que j'ai comme ça. Un des points peut-être qu'il faut aussi qu'on explique aux gens, parce que il y a des catégories. Alors, je connais une certaine partie des gens de YouTube qui pensent que dès qu'il y a des catégories, il y a un problème. Dès qu'on fait on met des cases et qu'on dit qu'il y a des gens dans des cases, ça a l'air de les déranger. Mais ces catégories, en fait, c'est dommage, parce qu'aux échecs, il y a 64 cases. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais cela dit, aux échecs, il y a quand même une énorme différence de niveau entre, on va dire, le sommet des hommes et le sommet des femmes en termes d'élo. Moi, j'avais regardé un petit peu, j'ai juste mis quelques données pour les gens que ça intéresse. En fait, le premier junior, qui se trouve être un Français d'ailleurs, mondial, est quelque chose comme 150 points devant la première femme, tout âge confondu en termes d'élo.
Oui, alors il faut comprendre que, il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent que donc, le classement Elo, c'est le classement aux échecs, en fait, d'accord. Grosso modo, c'est plus vous avez de points, c'est comme un capital. Plus vous avez de points, plus cela veut dire que vous avez beaucoup joué et que vous êtes fort. C'est comme un compte bancaire, en fait, l'Elo. Alors, enfin, plus vous avez joué et plus vous avez gagné, plus vous avez accumulé de points. Pour le dire très simplement, c'est comme ça. En gros, à chaque victoire, tu gagnes quelques points et tu gagnes d'autant plus de points que la personne en face de toi est forte, c'est ça Exactement, principe. exactement. Ouais. Bon, disons que moi, par exemple, si je gagne une partie, je gagne 10 points. Si je perds une partie, enfin, quand quelqu'un qui a le même classement que moi, je vais gagner 10 points. Si je fais match nul avec une personne de même niveau que moi, je ne gagne pas de points. Si je perds la partie, je perds 10 points. Voilà, pour donner une idée de comment ça évolue. Donc, bien sûr, si vous, sur un tournoi, vous avez gagné 50 points, vous avez fait un sacré tournoi, d'accord. Si vous avez gagné 50 points sur un tournoi, c'est très bien. Si vous progressez de 100 points par an, c'est que vous êtes vraiment un compétiteur hors pair et que vous jouez très bien. Et puis, au bout d'un certain âge, forcément, vous atteignez un petit peu vos limites, vous stagnez. Bon, normalement, ça se fait comme ça. Et puis... Mais alors, du coup, juste pour donner une sorte d'ordre de grandeur aux gens, en fait, les élos... donc le numéro 1 mondial, Magnus Carlsen, là, il est à un peu plus de 2800. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Oui, ça fluctue un peu tous les mois. Il faut savoir que ça fluctue un peu tous les mois en fonction de ce qu'on a joué. Le meilleur joueur français, il doit être autour des 2700. Je crois que la meilleure femme, la chinoise dont tu as parlé brièvement tout à l'heure, elle est, je crois, 115e actuellement, tous joueurs confondus, et elle a à peu près 2560, je crois, d'élo ou quelque chose comme ça. Oui, alors ça, oui, d'accord. Moi, je pense qu'il faut éviter un biais qui est très courant, et qui est souvent utilisé d'ailleurs par des gens de mauvaise volonté qui souhaiteraient déduire de ces choses-là une hiérarchie naturelle de l'intelligence entre les hommes et les femmes. Je pense que, bon, je veux tout de suite battre en brèche cette vision. C'est pas du tout ce que je pense. Bon, faut comprendre que les gens qui sont dans le top mondial aux échecs sont tout simplement des gens extrêmement doués et en plus extrêmement, qui passent leur temps à ne faire que ça, donc à engranger des points et à jouer. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a aussi une énorme différence entre ces grands maîtres de top niveau et d'autres grands maîtres qui sont aussi à 2500 Elo, parce que même à 2500, ils sont aussi grands maîtres, et ils ont le même titre pourtant. Et alors, ça voudrait dire que, avec une différence de 250 points, 300 points, ça veut dire qu'ils les écraseraient comme ça tous les jours. 300 points de différence, ça veut dire littéralement, en théorie, que je te bats à plat de couture, en fait, si j'ai 300 points de plus que toi. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a... Il y a une dimension d'investissement dans les compétitions. Oui, et puis il y a tout simplement, ce sont des gens extrêmement doués, tous sexes confondus, d'accord, point barre. Et il se retrouve qu'ils se sont consacrés aux échecs, mais ça ne veut rien dire sur la moyenne de l'intelligence des hommes vis-à-vis de la moyenne d'intelligence des femmes. Ah oui, non, c'est pas une histoire de moyenne, là, on est d'accord. Non, parce que le problème, c'est que ça a été le classement des échecs cristallise souvent beaucoup de passion, et beaucoup de gens qui souhaitent utiliser cela pour leur agenda politique en tirent une conclusion hâtive en disant « Ah, vous voyez bien, les plus forts joueurs masculins sont beaucoup plus forts que les plus fortes joueuses féminines, donc les hommes sont plus intelligents que les femmes. » Non, ça c'est juste une bêtise. Donc, donc on généralise à partir des cas effectivement de joueurs extrêmement intelligents, tous sexes confondus, et d'ailleurs on diminue leur mérite personnel en le diluant dans le sexe masculin, en fait. C'est pas, on diminue le mérite personnel de Carlsen ou d'un Nepomniachtchi, etc., ou d'un Français, dont Maxime Bachelet, Lagrave, de Firouja. On le dilue dans la grande catégorie, dans la grande masse des hommes. Et d'ailleurs, ça fait du coup rehausser à peu de frais l'estime de beaucoup de losers masculins en se disant « Ah oui, je fais partie de la catégorie des hommes, donc je suis plus intelligent que l'autre catégorie, bien sûr, en face. » Donc ça, c'est... Voilà, je pense que
tous les gens qui utilisent le classement des échecs à cette fin essayent de flatter l'ego meurtri de beaucoup de losers, en fait, de la même façon que beaucoup de fans de foot, on va dire, sont consolés de leur propre nullité personnelle par le fait que leur équipe gagne, en fait. C'est un peu ça, quoi. Donc, Oui, sachant qu'en plus, moi, une des choses, parce que pour le coup, j'ai pas mal poncé la littérature scientifique sur ces questions de jeu, notamment échecs par rapport au Scrabble. Peut-être que je dirai un mot du Scrabble après. Mais en gros, en plus, comme ce sont des jeux, il y a des dimensions qui ne sont pas purement intellectuelles. Il y a une dimension aussi du comportement, en fait, de l'agressivité, du côté défensif, du côté offensif. Toutes les parties pris quelque part en termes d'état d'esprit en jouant peuvent avoir des conséquences sur les résultats, en fait. Le type qui se convainc qu'il doit absolument jouer agressif va pas jouer pareil que le type qui se convainc qu'il doit jouer défensif. Non, je te dis ça parce qu'en fait, il y a des papiers qui te montrent que en analysant les parties qui ont été faites, qui sont enregistrées, je veux dire, il y a des bases de données de parties, que les types avaient tendance à jouer beaucoup plus agressif quand ils jouaient contre des femmes que quand ils jouaient contre des hommes, par exemple. Donc il y a potentiellement des petits changements comme ça de comportement. Et donc, il peut se passer des choses assez rigolotes et qui ne sont pas de la pure capacité intellectuelle, en fait. Si tu joues agressif, potentiellement, ce n'est pas juste une différence de capacité intellectuelle. C'est aussi, après, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est que là, par exemple, il y a tout cet aspect de la galanterie. Moi je n'aime pas jouer contre les demoiselles parce que, justement, je n'aime pas battre les femmes. Donc, c'est aussi ça, symboliquement, je n'aime pas jouer, en fait, contre les femmes ou contre les enfants, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a cette dimension, en fait, qui est un peu liée aux valeurs chevaleresques, etc. On ne frappe pas une femme. Donc, il y a quand même une dimension quand même extrêmement violente dans le jeu d'échecs. On vise à littéralement écraser l'ego de quelqu'un, parce que quand on perd aux échecs, c'est extrêmement dur, parce que effectivement, ça nous a meurtri au plus profond de notre intelligence, puisqu'on a montré que l'on ne savait pas maîtriser ces petits bouts de bois aussi bien que notre adversaire. Donc là, il y a différents paramètres. Alors, je pense que sur l'aspect objectif, ce que beaucoup de personnes ne connaissant pas le milieu de l'intérieur n'imaginent pas, c'est vraiment, oui, toute la dépense énergétique, toute l'endurance nécessaire pour être un joueur professionnel d'échecs. C'est vraiment extrêmement dur physiquement d'enchaîner 9 parties sur 8 jours. Une partie d'échecs, elle dure 5-6 heures de concentration vraiment sans faille, parce qu'aux échecs, comme je le dis souvent, il n'y a pas de faute directe. Voilà, dans le tennis, vous pouvez faire des tas de fautes directes et gagner votre match. D'accord, vous pouvez mettre la balle à côté, c'est pas grave. Vous allez quand même. On voit ça souvent au tennis. Il y a des gens qui parfois laissent un set ou laissent passer. Ils se reposent en disant bon, là, il faut que je souffle un peu et puis je remettrai l'énergie à fond pour le prochain. Aux échecs, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous dire là pendant 10 minutes, je vais jouer n'importe quoi et puis je me reprendrai après. Non, donc c'est un aspect extrêmement éprouvant de maintenir une concentration de très haut niveau pendant une durée extrêmement longue, inhabituelle en fait. Voilà, 5-6 heures tous les jours, ça lessive un homme ou une femme. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement dur. Et cet aspect. Même tu m'avais dit que tu perdais du poids pendant les tournois. Enfin, je sais plus ce que tu m'avais dit exactement, mais même au niveau alimentation. Oui, ça dépend du nombre de sorties quand tu fais entre les parties. Mais oui, ça dépend. Mais oui, non, mais après, on se sustente quand même entre les matchs et pendant le match d'ailleurs aussi. Mais oui, c'est très éprouvant. Et cet aspect. Donc, comment dire, un joueur d'échecs, c'est pas un cerveau dans un bocal. Hein. C'est là où il y a une vision un petit peu naïve, c'est de déconnecter le cerveau du reste. Alors, tu as parlé effectivement des hormones, de la vitalité générale, enfin de l'endurance en fait. Je veux dire, si on met en avant l'aspect endurance, je veux dire, j'ai l'impression que dans tous les sports d'endurance, on n'a pas les mêmes exigences envers les hommes qu'envers les femmes, en fait. Je vais mettre pas ma main à couper. Bon, c'est sûr, je crois que un marathonien homme va aussi courir plus vite qu'un marathonien femme, en fait.
Je crois que c'est le cas, oui. Alors après, ce qui est très... Enfin, moi je te dis de ce que j'avais un peu regardé, cette question-là aussi. En fait, de mémoire, plus tu rallonges la longueur et plus en fait l'écart se gomme. Donc sur les marathons, ça reste vérifié. Et je crois que par contre, quand tu commences à parler de distance, tu sais, des trails de 150 km, des trucs un peu longs comme ça, qui se font sur 2 jours ou des choses comme ça, je crois que ça s'efface un peu plus l'écart. Mais bon, Bon. Non, mais je veux dire, toutes ces histoires, à mon avis, passionnent les gens parce qu'ils souhaitent absolument en tirer une réponse à la question est-ce que les hommes sont supérieurs aux femmes ou, tu vois, je pense que si ça cristallise autant de passion, c'est véritablement que derrière tout ça, ils sont taraudés par cette question en fait. Et ils ne veulent pas accepter une idée de complémentarité qui a de fait avec une sorte de différence, tout simplement. Il y a une différence et une complémentarité, mais je crois que c'est pour ça qu'ils essaient absolument d'avoir une réponse à la question. Mais pourquoi ils constatent cette différence de résultats et ils aimeraient en déduire, non pas une incommensurabilité justement, mais ils aimeraient en déduire une hiérarchie. J'en profite parce que donc j'avais parlé un petit peu du Scrabble. En fait, peut-être qu'une bonne partie de l'écart s'explique aussi tout simplement par le côté consciencieux et extrêmement assidu des gens qui doivent arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire en fait le fait d'apprendre en permanence et de ne pas le voir comme un loisir, mais de le voir comme une compétition. Et ce côté-là, en fait, c'est ce trait de caractère-là pourrait expliquer une bonne partie de la différence. Parce que, par exemple, parce que moi j'ai vu passer beaucoup de gens qui disaient oui, mais en fait c'est parce que la Fédé, on en rediscute juste après si tu veux, la Fédé a très peu de joueuses. Et en fait, c'est à cause du sexisme, par exemple, de la fédération, qui a très peu de joueuses, et du coup, c'est pour ça qu'il y a très peu de gagnantes. Pour donner des chiffres, donc la fédération d'échecs a à peu près 20% de joueuses, selon un article de Ouest France qui date de 2021. Il y a dans le top, j'ai fait le calcul vite fait sur un coin de table, top 600 mondial, 1,7% de femmes. Donc il y a quand même un écart. Le pourcentage de joueuses dans la Fédé ne se retraduit pas par un pourcentage de joueuses au niveau du top 1000 mondial, par exemple. Et donc, côté Scrabble, pourquoi je parle de ce sport-là? Parce que en fait, ce sport-là, il est intéressant pour démontrer quelque part que en fait, c'est pas toujours une corrélation et que potentiellement, c'est juste un biais de comportement masculin. Non, mais, Ce côté, oui, parce que côté Scrabble, tu as 75% de joueuses. Les trois quarts des personnes inscrites dans la Fédé de Scrabble, ce sont des femmes. Et dans le top 100, je crois que c'est 5% de femmes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 25% d'hommes dans la catégorie joueurs, inscrits fédération, etc. Mais quand on arrive au tout en haut, il y a 95% d'hommes. Et c'est vraisemblablement parce que la plupart des femmes qui s'inscrivent dans les fédés de Scrabble, c'est des femmes qui font ça un peu à la retraite, en dilettante, en loisir, etc. Et que c'est pas du tout des profils de gens qui vont aller dans une approche super compétitive et qui vont aller jusqu'à... Et donc en fait quelque part il y a une déconnexion entre le pourcentage de joueurs-joueuses au petit niveau de gens qui vont juste prendre une adhésion, etc. Et le niveau professionnel qui lui demande en fait un travail à plein temps, quoi. Oui, je crois que c'est le philosophe en moi qui va reformuler la question en fait. C'est la prémisse qui est fausse, c'est-à-dire on part de l'idée qu'il faudrait qu'il y ait du 50-50 en fait. C'est ça, tout ça est un faux problème parce que ce qui n'est pas explicite et ce qui devrait être questionné, c'est pourquoi est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait du 50-50 dans toutes les activités humaines, en fait. C'est un peu ça, en fait. Il y a beaucoup de, soi-disant, procès d'intention ou procès sociaux, il y a des tas de choses qui se passent actuellement, qui s'appuient sur cette idée qui n'est pas explicitée, mais qui est fausse, que la justice
ou même, oui, que la justice serait une égalité arithmétique, en fait, d'accord? Et que de là, si on constate qu'il n'existe pas une égalité arithmétique entre les hommes et les femmes dans tel domaine, c'est que forcément c'est une injustice. Si on constate qu'il n'y a pas 50% d'hommes et de femmes dans les échecs, c'est forcément une injustice, et on doit expliquer et trouver pourquoi est-ce que on n'arrive pas à ce fameux 50-50. Et c'est cette prémisse-là qui est tout simplement délirante, en fait. Elle est juste, elle est littéralement délirante. C'est un biais de cognitif. Premièrement, sans parler, aussi on pourrait parler des différentes conceptions de la justice et du fait qu'il existe par exemple des égalités injustes, mais ça on va pas rentrer tout à fait là-dedans. Mais pourquoi est-ce que les gens croient que il faut arriver à du 50-50 dans tous les domaines de la vie, en fait? Que dans tous les domaines de la vie, il faut qu'il y ait 50-50 des femmes et des hommes. Non, je pense que c'est ça qui est juste un préjugé, pour le coup, un préjugement, à partir duquel se déroule un tas d'autres jugements pour essayer de... À partir du moment où tu essaies d'expliquer quelque chose de faux, bah, tu ne peux qu'accumuler d'autres faussetés et d'autres raisonnements plus ou moins biaisés et plus ou moins ridicules, parce que tu essayes parce que tu pars d'une prémisse qui est tout simplement aberrante. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, voilà, dans les échecs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, 50% de femmes qui jouent aussi bien que les autres hommes? Bah, parce que, tout simplement, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, mais c'est pas pour autant que c'est une injustice, en fait. C'est là où il y a toute une tempête dans un verre d'eau, parce que voilà, on constate que non, c'est tout. Puis ça se trouve, ça les intéresse pas. Ça se trouve, elles ont pas envie de. Enfin, pourquoi est-ce que elles ont pas envie de jouer aux échecs. Elles ont pas envie, elles ont pas envie de se battre. Moi, en tant qu'entraîneur, moi, je l'ai constaté. Alors, j'ai constaté une chose banale, mais finalement, il faut dire une banalité. Oui, j'ai constaté une chose banale, que les garçons, même à 8 ans, sont plus compétitifs que les filles à 8 ans. Que, d'une façon globale, ils ont envie de... ils ont une certaine de hargne et une volonté et aussi une souffrance, on oublie ça. Ils en souffrent de ne pas gagner, ils souffrent beaucoup plus de perdre, alors que les élèves que j'ai eus, les élèves filles, elles évitaient tout le processus. Elles évitaient d'avoir à souffrir de par la défaite, mais aussi elles évitaient le plaisir éventuel de la victoire. Donc il y avait plutôt un évitement global de l'ensemble du résultat, qu'il soit négatif ou positif. Bon, c'est une constatation purement empirique et je ne pourrais pas l'étayer par des statistiques, combien de filles, combien de garçons, etc. Mais je suis intervenu auprès de jeunes élèves en primaire, notamment pendant une longue période, et c'était ce que je voyais. Les garçons souffraient de ne pas gagner, ou souffraient de perdre, et d'ailleurs ils se donnaient un très grand mal individuel pour y arriver. Tandis que les joueuses filles, ben non, c'était attention, parce que si je gagne, je vais humilier ma copine, et si je l'humilie, ça aura d'autres répercussions, etc. Il y avait des calculs sociaux qui entraient en ligne de compte, alors que les garçons n'avaient absolument pas du tout ces calculs-là. C'était ou bien je gagne, ou bien je perds, et si je gagne, bien sûr, je vais être apprécié par mes copains, et si je perds, je vais être triste, point barre. C'était un peu ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Voilà, peut-être on reviendra juste après sur le sujet de fond, là, la partie en gros, est-ce qu'on doit interdire des compétiteurs trans, mais du coup, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire là, ça correspond peut-être à une certaine analyse que font un certain nombre de gens qui ont pas forcément lu le dossier sur les échecs jusqu'au bout et qui sautent sur l'accusation de sexisme pour dire qu'en fait, la fédération d'échecs est sexiste et c'est ça qui justifie qu'il n'y a pas 50-50. Je présume qu'une partie d'entre eux te dirait que, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est que depuis le plus jeune âge, les filles ont été forcées à éviter la confrontation, etc. Et que je pense qu'il y a une partie des gens qui nous écoutent qui pourraient dire, voilà, bah, ça prouve bien
que en fait, c'est un problème de sociologie, d'éducation, de clichés, de stéréotypes, de tout ça. Euh, et toi, tu répondrais quoi Eh à bien, ces gens, en fait? oui, d'accord, mais ce que ces gens-là, ok, prenons au sérieux ce que disent ces gens-là. C'est-à-dire, grosso modo, c'est des gens qui vont affirmer qu'il n'existe pas de nature humaine et qu'il n'existerait pas une sorte de, on va dire une banalité, encore une fois, de propension des filles à être plus douces, plus diplomates, etc., et une propension des garçons à être un peu plus agressifs et compétiteurs. Voilà, d'accord. C'est Bah, eux te diront que c'est une construction sociale. Eux te diront que c'est une construction sociale, que ça ne correspond pas à une réalité. Voilà. Il y a une négation, il y a une tabula rasa. On va dire que tout ça, ce n'est pas une tendance naturelle que l'on peut accompagner et éduquer et amender ou contrarier d'ailleurs. Mais on considère que tout ça n'est que le résultat d'un modelage ou d'un remodelage social. Bon, ben, ce qu'ils souhaiteraient, c'est quoi? C'est de remodeler toutes les filles pour qu'elles soient aussi agressives que les gars et tous les gars qui. Enfin, de toute façon, aussi, c'est l'horizon dans lequel ces gens se placent. C'est-à-dire, s'ils veulent arriver à du 50-50, ça veut dire quoi? Il faudrait remodeler pour qu'il n'y ait plus de douceur dite féminine, d'accord? Pour que tout le monde soit super compétiteur comme ces garçons dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils soient tous. Ah oui, c'est-à-dire que. Ça voudrait dire que. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé que c'était un faux argument. Un garçon que tu veux. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais que les garçons n'ont pas été encouragés pour arriver dans tel domaine à exceller? Parce que justement, le grand mythe, oui, du héros masculin, c'est que justement, quels qu'aient été les découragements et les obstacles qu'on lui a posés sur la route, bah, il les a franchis, il les a surmontés, et puis il a fait quand même son truc, d'accord. C'est-à-dire que, en fait, dans les encouragements ou les découragements n'importe guère au héros qui veut atteindre son but, à vrai dire. Donc, l'excuse par les encouragements ou le découragement, on n'encourage pas assez les filles, ça, c'est déjà de la condescendance, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà de la condescendance, en fait, envers n'importe quel héros normal, en fait. Si tu expliques à Achille qu'il a pas été Achille parce que tout ça, il a pas été encouragé par son jeune âge, enfin, c'est déjà plus Achille, en fait. C'est juste, voilà. Enfin, donc, tu vois, je toujours trouvé que ces explications sociales, en fait, elles sont encore plus condescendantes qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire que et se basent finalement sur une vision méprisante de la personne que soi-disant elles veulent aider, en fait. Et d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs, moi je trouve que la douceur, la diplomatie sont aussi bien des valeurs que l'esprit de compétition, la franchise, une certaine capacité effectivement à trancher ou à prendre des décisions qu'on pourrait définir peut-être comme étant un peu plus masculine, mais il faut des deux pour faire un monde viable, quoi. Il faut des deux pour faire un monde viable. Moi, j'ai pas envie d'avoir un monde fait uniquement de joueurs d'échecs hyper compétiteurs. Hein. Bon, c'est que je sais pas, et rentrer chez moi et que ma compagne me parle des dernières compositions échiquiennes et est-ce que t'as vu la partie entre Carlsen et Nakamura non mais enfin ok non ça serait quand même perdre beaucoup de la richesse du monde. Bref. Revenons peut-être au sujet qui nous a réunis là, donc l'interdiction. Enfin, c'est pas vraiment une interdiction, c'est plutôt, si j'ai bien compris, la fédération veut faire des vérifications avant d'accepter que des personnes qui sont en train de transitionner jouent dans des compétitions féminines. Est-ce que j'ai bien reformulé le... Oui, j'ai l'impression que c'est ça le projet en tout cas, et souhaite surtout aussi avoir des preuves sur cette transition parce qu'il y a. Alors, pourquoi est-ce que ça serait important de vérifier et même d'ailleurs comment ils comptent vérifier? C'est quoi la vérification? Ça, je sais pas comment ils comptent vérifier, mais effectivement, ça va être encore plus cocasse peut-être que dans le cas des fameuses
outil pour tricher du cas Neyman-Carlsen, mais ça va être peut-être encore plus cocasse. Explique peut-être brièvement pour les gens qui n'ont pas suivi cette affaire-là, parce qu'elle était assez rigolote aussi. Oui, il y avait encore une fois toute une polémique autour des moyens par lesquels un certain joueur qui s'appelait Neyman aurait pu tricher dans une partie contre le champion du monde. Et une des hypothèses les plus délirantes, c'est qu'il avait une sorte de jouet sexuel implanté dans certaines parties intimes qui lui aurait transmis des vibrations, bref, et qui lui aurait donné les coups gagnants contre le champion du monde. Voilà, donc c'était l'hypothèse la plus cocasse. Maintenant, je pense que tout simplement, il est légitime de se demander en quelle mesure ce travestissement n'en est qu'un, en fait. N'est qu'un travestissement, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un qui, tout simplement, excelle aux échecs en tant qu'homme, n'irait pas jouer dans une catégorie réservée aux femmes uniquement parce que ça lui permettrait d'engranger plus de prix, en fait, point barre. En fait, faut pas... partons des hypothèses les plus évidentes et les plus sordides, ça peut être motivé par le fait qu'il existe des prix spécifiquement féminins, d'accord ? Il existe... Alors, il faut comprendre que, voilà, il existe toute une gamme de prix, comme je vous l'ai dit, réservée aux femmes exclusivement, des compétitions réservées aux femmes exclusivement, et même en équipe, par exemple, enfin, il existe une législation justement de la Fédération française qui impose aux équipes d'échecs d'avoir une joueuse féminine. Alors, il faut expliquer aux gens qui ne sont pas dans le milieu que... Oui, parce que alors, tu m'en as parlé, tu m'as même dit qu'il y avait des dérives de cette politique, et moi, ça m'a paru assez lunaire, parce que alors, en réalité, en fait, donc on était en train tout à l'heure juste de dire qu'il y avait potentiellement du sexisme, etc. Et en fait, là, j'avais l'impression que c'était du sexisme mais complètement inversé, où on déroulait un marchepied pour une partie des joueurs. Enfin, explique-nous ça. Oui. Alors, il faut comprendre que donc il existe, comme on disait au début de l'émission, il y a des titres aux échecs et il y a des titres féminins. Les titres féminins, on les obtient en ayant 200 points Elo de moins que les titres masculins, d'accord ? Donc, c'est un écart considérable. Donc, 200 points de moins. Avec mon niveau aux échecs, je suis maître international féminin, en fait. D'accord. Donc, c'est pas la même chose. Pour être maître international masculin, je devrais avoir 2400 Elo. Pour être maître international féminin, il faut avoir 2200. Donc, il y a 200 points de moins. Et ça, d'une part, pour avoir les titres, il faut avoir un classement Elo moindre. Et ensuite, il existe des règlements intérieurs de la Fédération française qui concernent les matchs dits par équipe. Alors, je dois expliquer qu'aux échecs, vous allez me dire comment ils font pour jouer par équipe. Oui, c'est-à-dire que on joue bien sûr toujours une partie individuelle. Nous sommes une équipe de 8, 12, enfin il y a 11, enfin ça dépend. Normalement, c'est des équipes de 8 joueurs qui affrontent une autre équipe de 8 joueurs. Bien sûr qu'on va comptabiliser le résultat fait sur toutes les 8 échiquiers. Voilà. Et la Fédération française des échecs impose depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis que je joue moi en France, ça m'a toujours paru être le cas, d'avoir ce qu'on appelle une joueuse féminine dans les 3 premières divisions, d'accord ? Donc il y a des divisions, on va dire très vite comme au foot, d'accord ? Il y a des divisions, la nationale 1, nationale 2, nationale 3, etc. Donc comme au football, vous êtes en telle division et vous descendez, vous remontez, vous êtes repêché, etc. Et c'est obligatoire d'avoir une joueuse féminine. Et du temps où j'ai été capitaine d'équipe, quand j'habitais à Paris et que je jouais dans un club parisien qui avait des équipes dans toutes les divisions, enfin pas mal de divisions, c'était un très grand club, le club 608, et c'était parfois la croix et la bannière de trouver une joueuse féminine obligatoire pour les 3 premières divisions. Dans chacune d'équipes que vous aviez dans les 3 premières divisions, vous deviez avoir une joueuse féminine. Donc en nationale 1, nationale 2, nationale 3. Et c'était une obligation. Pourquoi ? Et en plus, c'était fait de telle manière que si... Vous ne pouvez pas tout simplement dire « Ok, bon, je n'ai pas de joueuse féminine, je vais avoir 0 à cet échiquier, c'est tout. » Non, vous n'aviez pas 0, vous aviez -1. D'accord ? C'est pas simplement que vous... Il y avait une grosse pénalité, quoi. Il y avait une pénalité
C'est pas simplement que bon, vous perdez sur cet échiquier-là, c'est que c'était carrément, même si vous gagnez sur un autre échiquier, ce n'est qu'en gagnant sur un autre échiquier que vous rétablissez donc les compteurs. Et ce qui a donné, bien sûr, comme c'est un marché, donc il y a de la rareté, donc comme il y a de la demande et de la rareté, bah, ça fait monter les prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Eh bien, il y a forcément, comme il y a peu de joueuses qui puissent jouer à ce niveau-là, convenablement, hein, d'accord, parce que il faut quand même un certain niveau là. On peut pas prendre n'importe qui. Eh bien, vous avez des joueuses qui ont du point de vue masculin un niveau très moyen, qui pouvaient se faire payer et demander à se faire payer 100 euros, 150 euros pour jouer une partie sur un week-end. Pour éviter que l'équipe ait une pénalité, en fait. Juste pour qu'on comprenne bien, les autres joueurs n'étaient pas payés, on est d'accord? Enfin... Oui. Non, bien sûr. Sauf, alors, les seuls jeux... Moi, j'ai jamais été payé pour jouer un match par équipe, mais Tu es payé si tu gagnes le tournoi, c'est ça la logique? Oui, enfin, j'ai gagné des prix dans les tournois, mais pour jouer les matchs par équipe, c'est généralement ce sont des compétitions amicales. Alors, sauf en National 1, alors là, bien sûr, le top niveau, là, par contre, oui, la plupart du temps, ce sont des professionnels, ce sont des grands maîtres, sont vraiment quand on parle de 150 euros pour jouer une partie ou 200 euros, là, on parle de ce que prenait un maître international, alors les grands maîtres, ça peut être un peu plus. Il faut comprendre qu'il y a 2000 grands maîtres dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'était... Mais là, on parle de 150 euros, 200 euros pour une joueuse, on va dire, moyenne de club, en fait, bonne. Donc, ce système-là, non seulement encourageait les femmes à jouer, mais bien sûr que, comme il crée une certaine rareté, eh bien, il se trouvait que des femmes qui, objectivement, jouer moins bien que moi, pour le dire, rien qu'on parlait de mon cas, et exprimer mon ressentiment bien personnel, il y avait... C'est du second degré, pour les gens qui n'auraient pas compris, parce que non, je vais avoir des gens en commentaire qui vont dire non, mais en fait, il rage parce que je sais pas quoi. C'est ça, exactement, j'assume et je rage. Donc oui, il y avait des femmes, et je pense que c'est toujours le cas, qui, avec un niveau d'échec objectivement inférieur au mien, même sans parler du mien, c'est-à-dire même par rapport à un maître international, elle se ferait dégommer extrêmement facilement, mais en tout cas qui était payée comme en fait des maîtres internationaux pour jouer un match sur un samedi ou un dimanche, etc. Et ça, c'est pour éviter des situations encore plus cocasses où tout simplement les équipes désespérées de ne pas avoir de joueuses féminines licencier la femme d'un joueur la dernière minute, parce qu'on peut donner une licence d'échec à quelqu'un même à la dernière minute, et elle joue un premier coup, elle abandonne et basta, c'est fini, parce que c'est mieux d'avoir 0 que -1 en fait. Donc si vous voulez... Et il lui payait la licence, parce que ça coûtait, je sais pas, 40 euros pour la licence, on payait la licence à une joueuse qui n'était pas joueuse du tout, mais uniquement pour éviter le -1. Et ça veut dire aussi que c'était une pénalisation par rapport à un homme qui aurait très bien pu jouer à la place de cette femme, qui aurait bien aimé jouer à la place de cette femme une compétition sur un week-end, etc. Mais comme le règlement prévoyait cette place uniquement pour une joueuse féminine et qu'on n'en trouvait pas, eh bien, il y avait un compétiteur homme, masculin, qui était privé de la capacité de jouer ce week-end-là. Et en plus, ça coûtait de l'argent au club, qui était littéralement... pour le coup, c'était une sorte de raquette dissimulée de la fédération, puisque l'argent de la licence que tu payes pour une joueuse qui va faire une partie comme ça, où elle va jouer un coup, puis elle va abandonner, parce que de toute façon, elle ne sait pas jouer, elle ne sait même pas déplacer les pièces, finalement, cet argent, il va où? Il va dans la caisse de la fédération. Donc, il n'y a pas... donc, c'est pas quelque chose qui va défavoriser la fédération. Alors, faut dire ce qui est. Tous ces gens qui attendent des résolutions, encore une fois, de la fédération, Non, mais écoutez, la fédération, c'est une association qui fait ce qu'elle peut avec... je vais parler un petit peu pour défendre la fédération. La fédération, elle fait ce qu'elle peut. C'est une association généralement relativement de bénévoles qui fait un travail
qui chapeaute le travail fait par les clubs. La fédération n'en a pas des... Enfin, les gens font fantasme, des décisions prises d'en haut, comme ça, comme les décisions prises par l'État qui régleraient des choses qui, soi-disant, à la base ne se font pas et qui permettraient d'atteindre le 50-50. Ben non, on ne va pas atteindre le 50-50 parce que la fédération va mettre les moyens pour que les filles jouent aux échecs. Non, ça c'est... Je veux dire, faut arrêter de... faut laisser tomber les objectifs absurdes, en fait, c'est tout. Et laisser les choses se faire en fonction de ce que veulent les gens. Et les femmes en particulier, j'insiste là-dessus, en fait. Parce que pour le 50-50, ils veulent faire quoi ? Obliger plus de jeunes filles à jouer aux échecs ? Obliger les professionnels des échecs à jouer encore plus pour qu'elles montrent qu'elles puissent être aussi fortes que Carlsen ? Enfin, je veux dire, comment ils veulent atteindre le 50% ? Tu vois, on parlait du top 100 mondial. T'imagines, ça serait quoi ? Ah oui, on veut avoir 50-50. Vous allez faire... Alors, tu vas faire un camp de concentration en Chine où tu vas les faire jouer comme des dingues pour qu'elles deviennent super fortes. Non mais je sais pas, moi j'essaie d'imaginer des options concrètes. Allez, je veux atteindre le 50-50 dans le top 100 mondial. Je veux avoir autant de femmes que d'hommes. On fait comment ? Alors voilà, on va recruter 20 GM et on va faire un camp de concentration pour femmes et maintenant vous allez jouer aux échecs, bordel de merde. D'accord ? Ouais, je crois que ça... je sais pas si c'est ça qu'ils ont en tête. Revenons peut-être sur la partie donc plutôt sur les trans. Alors donc on a brièvement évoqué le nom d'un joueur devenu joueuse qui donc se fait appeler Yosha, j'ai oublié, Iglesias, le nom de famille, je crois, c'est ça ? Iglesias, oui. Et donc qui s'est insurgé de cette décision de la fédération. En pratique, toi, tu penses que ça pourrait, quand tu nous racontes ce que tu nous racontes, ça pourrait être une option pour pas mal finalement de petits clubs, de petites équipes, de faire des transitions minutes, parce que quand tu me dis qu'on licencie la femme d'un joueur une minute avant de jouer, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, tu vois, enfin je suis peut-être de mauvaise foi, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer des transitions minutes, une minute avant de jouer la partie, il y a quelqu'un qui décide de transitionner, enfin à ce rythme-là. C'est ça, ah oui c'est vrai, tout à coup il se sent femme pour les prochaines 5 heures, tu comprends, il se sent femme, après il détransitionne, mais pendant les prochaines 5 heures, alors là il se sent vraiment femme, tu comprends. Non mais tu vois, parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, ils le voient depuis la perspective. Moi en réalité, ma compréhension de la décision de la Fédé, en réalité, elle est plutôt en faveur des trans en fait, parce que ils reconnaissent d'une certaine manière, en disant qu'ils vont faire des vérifications, qu'il y a des trans qui sont légitimes, si tu veux. Ils sont pas du tout en train de dire il n'y a pas des gens qui veulent transitionner. C'est ce que beaucoup de gens ont compris. Moi, je comprends pas ça, parce que si tu fais des vérifications, c'est tu considères qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de transitionner, qui sont vraiment en train de prendre des hormones, qui sont vraiment en train de changer, et qui, du coup, en fait, quelque part, tu considères qu'ils peuvent vraiment devenir l'autre sexe. Alors que, quand tu fais une vérification, tu dis, bah, moi, je veux séparer ces gens-là, je veux les protéger des autres cas de figure qui seraient finalement, Roger, il avait vu qu'il n'arrivait pas à faire une équipe avec une fille, donc finalement, il a décidé de porter une perruque pendant 5 heures, voilà. C'est vrai que ça pourrait être une option. Parce que, quand tu nous racontes ce que tu nous racontes, ça pourrait arriver en fait. Et je me dis, est-ce que finalement c'est pas, à l'inverse de ce que les gens ont compris, non pas une décision transphobe, parce que c'est ce que la plupart des gens ont compris, mais plutôt en fait une décision qui essaie de protéger les trans, genre ceux qui veulent vraiment transitionner, justement des travestissements en fait, des gars qui décident à la dernière minute parce que ça les arrange sur un tournoi, sur un truc, vas-y je vais changer de sexe parce que je vais jouer dans la catégorie où c'est plus facile, ou bien ça m'arrange pour des raisons administratives, etc. Oui, c'est sûr que la fédération prend la question à mon avis au sérieux pour éviter à mon avis des scandales qu'on a vu dans d'autres sports en fait. D'accord, je crois qu'il y a eu une histoire notamment en natation, parce que je me souviens bien, aux États-Unis en fait, avec. Tu penses à Lia Thomas, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il y a eu voilà, il y a eu, et je crois que il ne faut pas éliminer totalement des possibilités humaines, ces histoires
transitions malicieuses, on pourrait les appeler comme ça, c'est-à-dire bon en fait c'est pas fait, c'est parce que c'est un athlète frustré dans sa catégorie masculine et puis tout à coup qui se dit bah tiens si je transitionnais, est-ce que je ne pourrais pas remporter plein de prix parce que voilà. Et cela je veux dire je dis ça totalement en général, je ne pense pas, je ne sais rien du tout à propos du cas de Yosha Iglesias en fait. Qu'on ne me comprenne pas de travers. Oui, enfin moi pour avoir regardé rapidement son classement à Yosha, il se trouve que Yosha dans la catégorie masculine a un classement qui est pas mauvais mais qui est pas non plus, enfin je crois pas qu'il soit dans le top 100 des joueurs français. Non mais bon c'est un très fort joueur, il est plus fort que moi, il est maître de la FIDE, en tout cas elle est maître de la FIDE, en tout cas parce que c'était lui, il avait gagné son titre en tant qu'homme, donc je vais dire, en tout cas il avait gagné son titre en tant qu'homme, et nous avons joué d'ailleurs un tournoi ensemble en 2015, le championnat de Paris, l'Open A, et il a été deuxième et j'ai été troisième d'ailleurs, donc je me souviens de lui d'elle, enfin en tout cas en tant que bon joueur, c'est un bon joueur, hein, c'est un bon joueur, c'est sûr, une bonne joueuse si on veut. Mais... Par contre, pour avoir regardé, quand tu compares avec le classement féminin, le simple fait qu'il passe de joueur à joueuse fait qu'il devient, je crois, 7e française ou quelque chose comme ça. Donc, si tu veux, cet effet-là, il est quand même assez important. Et moi, je peux comprendre que au moins une partie des joueuses féminines en France soit un peu inquiète de la massification des transitions, etc. Parce que ça veut dire potentiellement que tout le classement féminin va être chamboulé. Et si je prends à l'échelle mondiale, on est quand même en train de dire qu'il y a à peu près 110 bonhommes qui sont dans le sommet du classement mondial. Si les 110 décident de transitionner, ils sont... Enfin, en fait, la première joueuse femme devient elle sort du top 100, en fait. Oui, mais je crois que les décisions de la FIDE, effectivement, essaient de limiter ça, vise effectivement le maintien, pour le coup, d'une catégorie féminine en tant que telle, en fait. C'est pas tant des décisions transphobes, c'est des décisions pro-féminines, en fait, tout simplement. Et on en revient sur le fait, est-ce que qu'une femme trans est une vraie femme ? C'est ça, finalement, on en revient à la vraie. Je crois que c'est cette question-là qui a beaucoup agité les gens, en fait, parce que c'est ça que les gens ils comprennent quand on leur dit on va empêcher certaines personnes avant vérification d'aller dans l'autre catégorie. Ça veut dire, en fait, on a un petit doute sur le fait que tu puisses devenir aussi facilement que ça l'autre catégorie. Et d'ailleurs, moi, je te pose une question, peut-être on s'arrêtera là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la possibilité, j'en sais rien, mais de créer peut-être une section ou des championnats réservés aux trans ? Est-ce que c'est une idée qui est complètement idiote ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de gens pour que ça ait vraiment un sens ? Je pense qu'il n'y a pas assez de gens pour que ça ait vraiment un sens. Tu vois, moi, à part le cas d'Iglesias, je n'en connais pas d'autres en France. Je ne pense pas que ça ait une quelconque... Enfin, c'est négligeable, quoi, c'est négligeable. Mais ce qui est négligeable numériquement est très impactant symboliquement, en fait. Je pense que c'est ça qui fait agiter les réseaux sociaux. C'est la question de fond de la nature des gens, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut changer de nature par la simple volonté, comme ça, ou même par une opération chirurgicale, en fait. Je pense que la question est mal posée. Encore une fois, c'est le philosophe en moi qui parle. C'est que on peut peut-être changer de genre, on ne peut pas changer de sexe. C'est-à-dire les gens peuvent changer de genre s'ils veulent. Ils peuvent se travestir, ils peuvent même faire des opérations, etc. Mais si le sexe, c'est une capacité effectivement
à donner la vie ou à féconder, etc., à produire certains gamètes d'un certain style, eh bien, on ne peut pas changer de sexe. Vous n'en avez qu'un. Vous allez produire un certain type de gamètes ou vous n'allez pas produire un certain type de gamètes, mais vous ne pouvez pas un jour produire d'autres types de gamètes. Point. Ça, je pense que c'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez. Les gens peuvent peut-être changer de genre, mais ils peuvent peut-être pas changer de sexe. Personne ne peut changer de sexe. Je pense que ça, c'est ça. C'est là où la question elle est mal posée. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui souhaitent changer de genre et prétendent qu'ils changent de sexe. En fait, ok, très bien, tu peux changer de genre, habille-toi comme tu veux, enfin peu importe, mais tu ne peux pas prétendre que tu es à présent capable de jouer le rôle sexuel, justement, de l'autre sexe. Oui, après, tu sais que typiquement, la stratégie des gens qui essayent de un peu noyer cette distinction entre genre et sexe, c'est précisément d'expliquer qu'en fait, le sexe n'existe pas vraiment. Je dis ça parce que c'est un débat au long cours que j'ai par vidéo interposée avec un ou deux youtubeurs de la sphère zététique. C'est en gros, c'est cette question de est-ce que finalement le sexe existe. Et bon, bien sûr, quand tu demandes à un biologiste de te trouver toutes les exceptions possibles pour dire qu'il existe des mollusques qui ont un troisième sexe, qui ont une asexuation ou je sais pas quoi, il est très fort pour te trouver un catalogue d'exemples. Ça s'applique pas forcément au cas humain, mais enfin, si tu veux, on peut toujours trouver des exemples. Ouais. Mais du coup, tu vois, peut-être que quelque part, une autre partie de cette question, elle est plutôt d'ordre sociologique, c'est de dire, en fait, dans le cadre du jeu d'échecs, est-ce que c'est vraiment le sexe qui est impliqué ou est-ce que c'est le genre ? Et moi, j'ai envie de dire que c'est a priori ni l'un ni l'autre, sauf que potentiellement, le cerveau ne fonctionne pas pareil pour les deux sexes, en fait. Oui, en tout cas, je crois que c'est un ensemble. Moi, je crois que c'est un ensemble. Enfin, l'être humain, c'est un ensemble esprit-corps très complexe. Et les interactions entre les hormones sexuelles et la cognition et le développement du cerveau, le lien entre les deux, les liens sont certains. Alors, les définir précisément, c'est très compliqué. Néanmoins, je pense qu'il y a des liens entre les deux et qui donnent des résultats aussi bien néfastes que bénéfique, d'accord ? C'est-à-dire que je pense qu'aussi bien, la testostérone, elle peut donner aussi bien des tueurs en série, elle peut donner des violeurs, etc. Bon, de la même façon... Elle peut donner des joueurs d'échecs très compétitifs et très agressifs. Oui, ça peut... pour rester très, très basique, je pense que, en prenant les courbes, les hommes... on avait eu cette discussion, ça, je me souviens, il y a longtemps. Si on prend une gaussienne de la distribution de l'intelligence, les hommes, on les trouve effectivement aux extrêmes aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a énormément de gars super idiots aussi par rapport aux femmes, en fait. Alors, il y a aussi peut-être un certain nombre de gars qui sont très intelligents par rapport aux femmes aussi, c'est-à-dire et on le voit dans le domaine des échecs. Mais comme on ne regarde pas la partie gauche de la courbe, c'est-à-dire les statistiques sur les idiots, on se dit mais les hommes, ça veut dire que les hommes sont en moyenne plus intelligents que les femmes. Non, en fait, en moyenne, on est... Non, on regarde toujours, de toute façon, dans tous les cas de figure, on regarde toujours le top 1%, et voire même beaucoup moins que ça, en fait. Quand tu regardes les prix Nobel, machin, on est en train de parler du top 0,0001% ou des choses comme ça. Enfin, c'est anecdotique. Écoute, merci Radu pour cet échange. Je te propose qu'on s'arrête là. Et puis, bon courage pour la suite de tes tournois d'échecs. Merci. Et à très vite sur la chaîne pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci Moss, à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.